Havaianas vous présente le rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Avant, et il n'y a pas si longtemps, la Guyane était un département paisible où tout le monde partageait des valeurs de solidarité. Mais comme dirait la pub, ça, c'était avant. Agression devant les écoles, règlement de compte dans les quartiers, lâcheté dans une station essence, 4 contre 1. Combat de filles filmés sur les smartphones au vu de tous sur les réseaux sociaux. Armes à feu, puis des jeunes qui meurent. On a simplement envie de dire stop. Mais les mots ne suffisent plus, alors que faire? Avant de parler de solutions, la question: comment sommes-nous arrivés là? Quelques éléments de réponse avec les jeunes qui vivent eux-mêmes la violence en direct. Pas de psychologue, pas de gendarme, pas d'élus politiques ce soir sur le plateau. Les jeunes ont la parole. Alexandre Alice, terminale ES au lycée Melchior-Garé, sera avec nous. Morgane Saint-Julien, première ES au lycée Melchior-Garé. Michel Jean-Gilles, terminale L au lycée Félix Éboué, Laurence Quillet, terminale ATMFC, et Hendrik Jean, un des fondateurs du collectif Jeunesse, sur le plateau du rendez-vous de l'info pour ce débat autour de la violence ici en Guyane, juste après le journal, tout en images. Opération escargot dans les rues du chef-lieu. Ce matin, une centaine de véhicules ont quitté le centre d'examen du permis de conduire route de la Madeleine. Le cortège a roulé au pas jusqu'à la préfecture. Une manifestation qui a considérablement ralenti la circulation, jouant sur les nerfs des automobilistes. On est toujours pris en otage, c'est toujours pareil. Chaque profession, lorsqu'il y a un problème, prend en otage la population pour faire avancer leurs revendications. Bon, je peux les comprendre. Je ne connais pas exactement leur motivation. Bon, je l'aurai par les informations. J'espère qu'elles sont justes. Il faut revendiquer ses droits quand on en a besoin. Il ne faut pas que ça dure par contre. Les 54 auto-écoles du département dénoncent des amendements à la loi Macron qui vont à l'encontre de la profession et de la sécurité routière selon eux. On parle non seulement de protéger nos entreprises, puisqu'il y a quand même des emplois en jeu, mais on parle également de qualité d'enseignement. Relier le permis de conduire à un simple achat quelconque, en faisant l'impasse sur la sécurité routière, c'est complètement aberrant. Les auto-écoles ont quand même une formation initiale qui est celle de la sécurité routière. Donc relayer cette formation-là à des sites sur Internet, par exemple, est complètement en dehors du cadre de sécurité routière. Alors, pour citer un exemple, on parle de 300 accidents supplémentaires au niveau national, on prend 26 réformes, et à côté de ça, ceux qui sont spécialisés dans la sécurité routière, on leur enlève leur travail. Votée à l'Assemblée nationale la semaine dernière, elle prévoit entre autres 45 jours d'attente maximum entre 2 passages à l'examen de conduite. Le recours à des agents d'entreprises publiques comme la Poste pour assurer certaines missions des inspecteurs. Si nous sommes dans la rue, c'est vraiment que nous sommes désespérés et très en colère. On n'est pas du tout entendu. On a pondu une loi à nos dépens et qui va nous coûter très cher. Cher, c'est-à-dire qu'on risque de disparaître par rapport à cette loi. Le ministre de l'économie Emmanuel Macron a défendu la réforme du permis de conduire, estimant qu'elle était d'intérêt général pour la jeunesse. Ce début d'année 2015, les actes de violence gratuite s'enchaînent et s'aggravent. La période carnavalesque propice par son agitation à des actes de violence. Le lycée Max Joséphine a organisé en partenariat avec les instances de protection des mineurs et le groupe de carnaval Cassiadata une semaine de débats et d'échanges sur le thème Carnaval sans violence. Les élèves du lycée présents lors de ces débats ont souligné plusieurs problèmes à l'origine de ces violences. Ils sont inquiets eux aussi. Il ne faut pas croire qu'ils sont d'accord pour que la violence continue, etc. Ils aimeraient bien qu'on les écoute un peu plus. Ils aimeraient bien mieux communiquer, c'est ce qui ressort d'ailleurs. Mieux communiquer avec, ils disent, les adultes. Et puis, ils ont
Ils ont parlé d'une piste éventuellement, une fouille des personnes qui sont au carnaval, mais il faut savoir aussi qu'ils ont une espèce de façon de voir le carnaval. Pour eux, c'est un défouloir. Cette semaine a pu montrer que les jeunes ont besoin de parler, qu'ils ont besoin d'être encadrés. Alors les groupes carnavalesques à eux seuls ne peuvent pas tout faire, et qu'on a peut-être besoin de reprendre les choses à bras-le-corps, tous ensemble. Le groupe Cassialata, qui accueille en son sein près de 50 jeunes, témoignait de leur expérience. C'est d'actualité, tout en sachant que nous sommes stéréotypés, nous, Cassialata, par rapport à la violence qui se passe derrière le groupe, qu'on appelle communément les voltigeurs. On essaye de faire avec les composantes, mais il faut dire qu'il faut bien qu'on soit aidé aussi par les pouvoirs publics, parce que nous ne sommes pas non plus habilités à faire tout et n'importe quoi. Alors on essaye par rapport à ce qu'on a. Ça a été assez intéressant parce que on a pu échanger, j'ai pu entendre ce que les jeunes ressentent et ce qu'ils font aussi derrière Cassialata, parce qu'on ne peut pas être non plus au four et au moulin. Maintenant, le conseil, ou-même, je leur demande de nous aider, comme c'est eux qui sont acteurs aussi comme nous, de nous aider et de parler aussi avec les jeunes des quartiers, pour éviter tout ça. Il reste 2 semaines avant la fin de cette saison carnavalesque 2015. 2 semaines pour préférer la musique à la violence. D'après le dernier rapport de l'Agence régionale de la santé, l'épidémie du chikungunya semble marquer le pas en Guyane. Depuis le début de la surveillance, environ 11 259 cas cliniquement évocateurs de la maladie ont été vus en médecine de ville ou en centre délocalisé de prévention et de soins. Le nombre de personnes infectées par le virus se stabilise sur l'île de Cayenne et dans l'ouest guyanais. Il diminue même à Kourou par rapport à l'année 2014. L'extension du virus se poursuit malgré tout dans le département. Des cas ont été signalés sur le Maroni et à Saint-Georges. Les communes allant de Papaïchton à Cayenne sont en phase 3, correspondant à une situation épidémique. A noter que le Malation, qui était jusqu'à présent pulvérisé sur le littoral, le sera aussi prochainement sur Papaïchton et Maripasoula. Jusqu'à ce jour, aucun décès lié au chikungunya n'a été recensé en Guyane. L'isolement et la solitude de nos Gangans, comment les vaincre au quotidien ? C'est le thème abordé aujourd'hui lors d'une conférence débat organisée par la région Guyane et l'EHPAD, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées. Cette conférence sur l'isolement des personnes âgées n'a été simplement qu'un prétexte pour pouvoir rassembler les personnes âgées et de discuter autour de cette thématique de la vie de Gangan. Il est vrai qu'aujourd'hui, la population guyanaise, elle a beaucoup évolué, la société guyanaise a beaucoup évolué. Il y va pour nous aujourd'hui de comprendre comment les personnes âgées, comment nos parents, nos grands-parents veulent qu'on s'occupe d'eux et comment cela s'organise. Plusieurs interventions sur les causes et conséquences de cet isolement ont été mises en avant. Tout a été mis en place afin de mettre à l'honneur nos aînés, qui bien souvent sont porteurs de nos traditions. L'objectif de cette journée est de retarder au maximum l'installation, le sentiment de solitude et d'isolement, permettre aux gens de se retrouver, de récréer un espace, de revivre et de maintenir la convivialité, la solidarité guyanaise qui est chère à nos anciens. Plusieurs associations sont présentes sur le département afin de lutter contre ce fléau qui frappe nos Gangans. L'isolement chez les personnes âgées, c'est malheureusement quelque chose qui devient courant. Et c'est vrai que nous, en tant que professionnels du social, de la santé, on essaye d'œuvrer pour que cet isolement ne soit pas trop lourd à porter pour eux. Quotidiennement, il y a des animations. On organise aussi des animations tout au long de l'année qui marquent bien les temps forts de l'année comme Noël, le carnaval. Dans cette période carnavalesque, nos grandes personnes ne sont pas oubliées. Ils sont souvent des acteurs indéfectibles du carnaval guyanais. Le prochain événement pour nos Gangans se tiendra à l'EHPAD le 13 février, toujours en mode carnaval. Un préavis de grève à la région pour aujourd'hui. Il a été déposé par le syndicat professionnel des agents territoriaux, le SPAT, le syndicat majoritaire. Le personnel dénonce les méthodes de management, le climat délétère qui règne au département du système d'information, le DSI. Dans ce service, nous avons des responsables qui effectivement sèment une espèce de terreur, d'harcèlement
permanente où justement les agents même, eux, subissent ces dysfonctionnements et ces harcèlements depuis des années. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont en droit de revendiquer réparation. Et nous les accompagnons justement dans ce domaine-là parce que nous estimons qu'il y en a assez. Depuis 3 ans, les choses ont assez duré. Donc, aujourd'hui, nous mettons dans la balance le fait qu'il faut qu'une décision soit prise de façon à ce que toutes les parties soient honorées dans cette affaire. Le syndicat parle également de mise au placard de certains employés, d'absence de renseignements sur la future collectivité territoriale, mais aussi d'intrusion dans les boîtes mail. Moi-même, j'en suis victime de cette intrusion en tant que secrétaire général. D'ailleurs, à cet effet, j'ai déposé une plainte au tribunal, au pénal, donc au procureur, pardon, de façon à ce qu'il fasse la lumière sur cette affaire. J'ai eu des échanges avec effectivement un personnel qui était en souffrance, où je devais effectivement le représenter auprès du DGS. Les mails ont disparu de ma boîte et de la sienne. Dans une lettre au personnel adressée le 3 février dernier, le président de région a annoncé qu'un diagnostic serait effectué au DSI. Des négociations ont eu lieu ce matin et continueront demain. Si elles n'aboutissent pas, une grève illimitée prendra effet dès lundi. Les danses traditionnelles de Guyane s'apprennent désormais sur petit écran. Kaladja, les rôles ou Kamougué sont enseignés dans un DVD, un outil d'enseignement pédagogique de 117 minutes réalisé par Marc Barra qui allie modernité et tradition. On a surtout donc voulu relever le défi, montrer un petit peu que la tradition pouvait se marier avec la modernité, avec le numérique et le multimédia. C'est aussi un moyen de permettre à tout un chacun d'en faire l'acquisition et de l'apprendre, d'apprendre par lui-même les différents rythmes, la culture du pays. Maintenant, nous allons vous présenter les différents pas de base du Kamougué. Tout d'abord, le pas sur place. 1, 2, 3, plombé d'ayé. Comme pour le Kamougué, le Gragé, le Lérol, le Djambel Belia et le Kaseko sont disponibles dans le mode apprentissage. Toutes les danses, soit 11 au total, sont en démonstration. Pour donner un caractère pédagogique à ce DVD, il a fallu changer tout le vocabulaire de danse. Ce sont des instruments monoxydes, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués dans un tronc d'arbre creux, mesurant jusqu'à 1,80 m. Au niveau de la méthodologie, il a fallu partir des savoirs des Gangans, qu'on appelle savoirs empiriques, les transformer en savoirs scientifiques et après les transposer en savoirs didactiques. Le DVD est inspiré d'une caution scientifique, de terminologie, de jargon assez spéciaux pour les danses, pour parler des danses traditionnelles. Et mon travail était de transcrire de manière pédagogique, c'est-à-dire pour que ça soit ouvert à tout le monde. Donc utiliser un vocabulaire assez simple pour que tout le monde comprenne l'historique, l'origine des pas de base et aussi transposer la technique de manière claire et précise. Le DVD contient également de la musique traditionnelle, des explications sur les costumes et des bals convois, une manière de transmettre le savoir et sauvegarder le patrimoine traditionnel. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info pour notre débat ce soir autour de la violence chez les jeunes, pas seulement, mais avec les jeunes surtout. Ce sont eux qui ont la parole donc ce soir. Alexandre, Alice, bonsoir. Prenez le micro. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes en terminale ES au lycée Melchior Garré. Morgane Saint-Julien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en première ES au lycée Melchior Garré également. Hendrik Jean, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un des fondateurs du collectif Jeunesse. Oui, dites-nous là rapidement, ce collectif a été monté depuis quand? Ça a été monté depuis octobre en fait, par rapport aux histoires de bus, nos problèmes de bus. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on est là. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Michel Jean-Gilles, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en terminale L du lycée Félix Eboué. Laurence Quillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en terminale ATMFC. Expliquez-nous, ATMFC. ATMFC, donc c'est assistant technique au milieu familial et collectif.
tout ce qui consiste à travailler avec les personnes âgées, à leur faire leurs soins, à leur entretien des locaux. Enfin, c'est une nouvelle figure qui est arrivée il y a très peu de temps et puis on s'adapte parce que en Guyane, comme tout autre, ils ont besoin de nous, les personnes âgées aussi. Quel lycée? Michel Melchior. Très bien. Bienvenue sur le plateau du rendez-vous de l'info. Ce soir, pas de psychologue, pas de politique, pas de gendarme, pas de policiers. Les jeunes ont la parole sur le plateau du rendez-vous de l'info pendant 40 minutes. Messieurs, dames, vous êtes jeunes malgré tout, avec le peu de recul que vous avez. On parle de violence depuis un certain nombre de temps. Il y a beaucoup d'émissions, plateaux, que ce soit à la radio, nos confrères, un petit peu partout. On ne parle que de ça. Avant de parler de solutions, comment expliquer cette violence qui touche particulièrement les jeunes? Est-ce que vous êtes capable, vous, à votre âge, de l'expliquer? Est-ce que vous avez un début d'explication? Et je pose la question directement à Hendrik Jean, puisqu'il est un des fondateurs de ce fameux collectif. Prenez le micro. Expliquer pourquoi cette violence existe. Question difficile, je l'avoue. Oui, un peu difficile, mais bon. D'abord parce que ça s'explique parce qu'il y a certaines personnes qui sont issues de familles défavorisées, donc qui n'ont pas tout le temps les moyens pour avoir ce que les gens de familles modestes ont. Et parfois, ça peut créer une certaine violence chez certaines personnes. Je veux votre avis, vous tous, là-dessus. Savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Morgane, d'après vous? D'après moi, il y a différents facteurs. Oui, bien sûr. Il y a le facteur familial, c'est sûr, ça rentre en compte. Il y a tout le facteur environnemental, donc que ce soit les amis, la famille, même l'établissement où on se situe. Aussi le facteur psychologique de la personne, dans quel état moral elle se situe, si elle a des tendances dépressives ou bien si elle est plutôt apte à être violente. Après, il y a plein de facteurs. Oui, c'est sûr. Alexandre? Comme a dit Morgane, c'est sûr, il y a plein de facteurs. Et puis sûrement aussi les influences de certains. Enfin, ça commence depuis le plus jeune âge, je pense, au primaire, au collège, etc. Donc il faudrait qu'on fasse quelque chose, nous tous ensemble, pour qu'on change tout. On retient, milieu familial, influence également. Michel? Tout à fait. Je pense que l'un des premiers problèmes le plus important, c'est l'influence. Comme a dit Alexandre, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire que ce soit l'éducation ou même les facteurs démographiques aussi, puisqu'il faut le dire que la Guyane est centrée entre, quand même, elle dispose d'une mixité en tout cas, et donc c'est un facteur qui peut quand même contribuer à justement cette violence due à différentes cultures. On va en parler. Lorenz? Comme tous, ils ont dit, il y a différents facteurs. Et moi, je prendrais en principalité le facteur de l'influence. L'influence, la base de la famille, l'éducation. Oui, mais on est influencé peut-être par des gens, mais qui eux-mêmes font des choses. Et on parle de ces jeunes-là, au-delà même de l'influence. Pourquoi on est influencé? Ça, c'est une chose. Mais influencé par un jeune qui serait de mauvaise fréquentation, pourquoi ce jeune fait certaines choses? Peut-être parce que la personne en question a été influencée par une autre personne et ça fait un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Très bien. On ne vit pas dans le ghetto comme dans les grandes capitales, certaines banlieues parisiennes ou à Marseille. Est-ce qu'on peut parler de quartiers défavorisés ou de ghetto comme dans l'Hexagone, d'après vous? Est-ce qu'on vit les mêmes choses, d'après vous? Ça le devient. Vous dites ça? Je dirais que ça le devient. Dans certains quartiers, ça le devient. L'influence, il en est partout, c'est d'une grande importance. Il est là, et puis ça devient un ghetto. Pour vous, ça devient un ghetto? Autour de moi, c'est ça. Michel? Oui, des ghettos. Oui? On va dire ça, entre parties, on va dire ça, entre autres. Personnellement, je ne qualifierais pas ça de ghetto, à proprement dit, mais plutôt de zone insalubre, où il faudrait rénover l'habitation, mais pas forcément de ghetto à proprement dit, parce que si on va dans un ghetto, ce ne sera pas du tout la même ambiance qu'on a dans certains quartiers défavorisés en Guyane. Je ne parlerai pas de ghetto. D'accord, très bien. Je dirais que c'est un début de ghetto. Début de ghetto, c'est un début, oui. On va dans les quartiers, effectivement, avec nos caméras, on voit des choses particulières. Alexandre, vous? Moi, je suis d'accord avec vous, mais je suis aussi d'accord avec Morgane, parce que un ghetto, c'est mettre des personnes à part de la société.
Enfin, c'est la définition même du ghetto en quelque sorte. Et du coup, il faudrait peut-être aussi qu'eux-mêmes ils veuillent sortir pour intégrer la société et rentrer dans le monde du travail, etc. Lorenz, vous parliez de mixité, enfin Lorenz ou Michel, je ne sais plus, qui parlait de mixité. Les gens ne se mélangent pas en Guyane, d'après vous? Si, tout à fait, justement, et c'est la richesse de la Guyane. C'est une richesse, donc, une richesse. Donc au contraire. Ouais. Ça devrait être justement un bénéfique pour la Guyane. D'accord, très bien, on est d'accord. Que nous disposons d'une grande mixité. Mais je pense que maintenant, ça commence à devenir un facteur désavantageux par rapport à justement, cette mixité. Allez plus loin. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Parce que normalement, justement, dans certains endroits, les gens ne se mélangent pas. Catégorie sociale aussi. Hein. Les gens ne se mélangent pas. Ici, on se mélange plus ou moins. On parle de mixité également. Pourquoi ça peut devenir un problème demain? Dites-nous. Premièrement, par rapport à leur nationalité, leur culture, leur religion, plusieurs facteurs qui font que la mixité peut être un bénéfique, mais comme peut-être aussi un problème. Donc là, il faut beaucoup de communication. Qu'en pensez-vous là, de cette mixité? Tout à fait. C'est un débat entre vous aussi, entre nous. Avantages, désavantages? Vous pensez comme Michel? Je le rejoins sur ses propos. Oui, c'est une richesse pour la Guyane, c'est une très grande richesse. On en a besoin, mais arrivé à un certain moment, ça peut être problématique dans le sens où s'il n'y a plus de dialogue entre ces différentes ethnies, il arrivera, oui, forcément à un point où il n'y aura plus d'échange. Et à partir de ce moment où il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de compréhension. Et s'il n'y a plus de compréhension, la violence peut gagner du terrain, oui, effectivement. Alors, est-ce que ça se situe au niveau des jeunes, au niveau de l'ancienne génération? Parce que si c'est les jeunes se mélangent plus ou moins. Où est-ce que ça bloque? C'est une continuité, je pense. Continuité? C'est une continuité. Pas seulement, je dirais tout le monde aussi, que ce soit les adultes ou les jeunes. Même chez les jeunes, il y a ce dialogue qui est perdu en fait. Les adultes même chez les jeunes? Même chez les jeunes, le dialogue commence à se perdre. Les adultes ne commencent plus à discuter, ce qui fait qu'eux-mêmes ne discutent pas avec leurs propres enfants, ne discutent pas avec les jeunes, et qu'eux-mêmes, les jeunes, ne prennent plus cette habitude de discuter. Certains n'ont pas de travail, d'autres ne vont plus à l'école. Je rappelle que 40% de la population a moins de 20 ans. La faute à qui? Pas de travail, les autres ne vont pas à l'école. Est-ce qu'il faut tout mettre le doigt à chaque fois sur la société ou il faut se prendre en main aussi, hein? Qu'en pensez-vous, Alexandre? Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai interrogé plusieurs personnes de ma classe. Oui. Et certaines m'ont dit que justement, il fallait que ces personnes cherchent du travail. J'ai même interrogé des professeurs. Les professeurs m'ont dit qu'il faudrait favoriser en quelque sorte la voie professionnelle parce que ça mène directement, on apprend directement au travail. Et du coup, peut-être pousser les personnes qui ne veulent pas aller en général et poursuivre des études de partir en professionnel et juste après avoir leur bac, ils trouvent directement un travail. Et vous, Hendrik? Moi, je dirais la même chose, qu'il faut que ces jeunes se prennent en main. Et je dirais qu'ils ne sont pas assez encadrés, ils ont besoin. Donc, trop facile de dire la faute aux autres, la faute à la société. Voilà, il faut qu'ils se prennent en main et voilà. Malgré la situation familiale, parce qu'on entend ça aussi souvent, certains parents qui disent « j'ai pas les moyens, j'ai pas suivi l'éducation de mon fils », on entend ça. Qu'en pensez-vous? Parfois, l'enfant, il est déjà de base dans la famille, il n'est pas assez encadré. S'il était encadré, il n'aurait pas fait de bêtises, on va dire. Et il faut pas que... En fait, la famille doit s'efforcer de suivre l'enfant. Si on laisse l'enfant naviguer comme ça dans la nature, après, les propres parents ne reconnaissent pas leur enfant et après, ça crée cette violence. Et les parents sont même choqués parfois d'apprendre ce que leurs enfants font. Et moi, je dis qu'il faut que les parents se prennent en main et que ceux peu importe la situation, peu importe la situation, voilà, et que ceux qui ont les jeunes qui ont assez de maturité pour se prendre en main, de se prendre en main. Morgane. Peu importe la situation, oui, mais c'est pas facile à dire. C'est une question que je pose, justement. C'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire. Puisque, on va prendre un exemple concret, une jeune mère qui n'a pas forcément terminé sa scolarité ou qui a à peine débuté ses études, ce n'est pas facile d'élever un enfant. Alors des fois seul, des fois au lycée, ou bien quand on vient à peine de commencer sa vie professionnelle, ou être seul, même si on est accompagné, aidé par sa famille, mais c'est assez dur psychologiquement et assez lourd. Donc arrive toujours un moment où la personne se remet en question, où la personne essaie de ne pas baisser les bras, mais
c'est assez dur de ne pas le faire. D'accord, des femmes-enfants. Moi, j'ai envie de dire que si tu sais que tu es toujours à l'école, que déjà tu n'as pas encore terminé ta scolarité, c'est pas que tu n'as pas le droit. Oui. Tu peux, mais c'est pas raisonnable d'avoir un enfant dans ces conditions-là. Parce que c'est trop facile. Je fais des enfants et puis après, je dis, bon, je suis trop jeune et voilà, j'ai pas assez de maturité pour élever mon enfant, quoi. Morgane, vous voulez répondre là-dessus? Tout dépend du contexte, on ne connaît pas forcément l'histoire de chaque personne. Après, on va toujours généraliser chaque cas, mais chaque cas est différent à mon avis. Lorenz. C'est là aussi le gros problème de la Guyane, et comme tout autre ailleurs. Les jeunes mamans. Les jeunes mamans, ils sont aussi scolarisés, jeunes, n'ont pas eu l'éducation, un taux d'éducation assez élevé, et puis faire un enfant à un certain âge, c'est pas toi qui vas l'éduquer, tu sais pas comment il sera éduqué, toi tu dois t'occuper de la scolarité, tu dois être un petit peu à gauche, à droite. C'est difficile entre-temps d'éduquer les enfants. Donc il y a aussi là le gros problème des jeunes mamans. Il faut vraiment régler. Ça peut démarrer là aussi. J'imagine qu'il y a de la communication dans les collèges, dans les lycées aussi, par rapport à la sexualité des jeunes. Ce n'est pas le débat ce soir, mais tout est lié, vous avez raison. Michel, sur cette question de responsabilité, non pas forcément que sur la société, mais le fait de se prendre en main. Il est vrai que les jeunes peuvent se prendre en main, puisque la Guyane, en tout cas, ils essayent de faire, en tout cas les personnes qui sont chargées de cette mission, font beaucoup d'efforts pour encadrer les jeunes. Après, il faut dire qu'il y a, ça va des deux sens. Il faut que les jeunes se prennent en main, il faut qu'ils soient encadrés en même temps par des personnes chargées de cela. Après, vraie l'histoire de les jeunes mamans, ça a toujours été un problème. On ne va pas rentrer sur ce débat, puisque comme vous avez dit, ce n'est pas le débat de ce soir. Bon. Tout à fait. Tout à l'heure, Alexandre nous parlait des élèves enfin les professeurs qui disent qu'il faut que les élèves, enfin qu'on favorise la voie professionnelle. Il est vrai qu'il y a des élèves qui veulent aller en professionnel, mais par rapport à leurs notes, ils disent qu'ils ont un trop bon niveau pour la voie professionnelle. Ce qui fait que la voie professionnelle est vue comme une poubelle. On dévalorise. Tout à fait, on dévalorise la voie professionnelle. Or, ça peut être un avantage par rapport aux élèves. Ça vraiment, c'est la réalité. Tout à fait, c'est toujours un problème que j'ai même eu au niveau du ministère, puisque j'ai rencontré des élèves dans différentes académiques et ils m'ont dit la même chose, que la voie professionnelle était toujours dévalorisée. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Vous disiez tout à l'heure, Alexandre, que vous discutiez, vous avez posé des questions avec des camarades. Est-ce que vous en parlez donc, au lycée avec vos profs? Dites-nous comment ça se passe. Est-ce que vous êtes arrêté? On va parler du cas de ce qui s'est passé avec Yann dans quelques instants, mais au-delà de ça, est-ce que vous parlez en général de ce qui se passe dans la société avec vos profs? On oublie les cours pendant un temps et on en parle, on discute. Est-ce que vous l'avez vécu et comment ça s'est passé? Bien sûr qu'on en parle parce que ce soit comme... Quel prof? Prof de on en parle avec les profs de philo, les profs de sport, ça dépend. Okay. Celui qui a envie de le faire? Voilà, c'est les profs, ils ont besoin de prendre 5 minutes pour en parler parce que même eux, ils trouvent ça que... Bon, pas tout un cours peut-être pour en parler? Non, peut-être pas tout un cours, mais peut-être 30 minutes, c'est plutôt pas mal. Et comment dire, comme par exemple, vous parlez de l'affaire de Yann. Oui. Comme ils disent, trop violent, on nous réagit. Et comme si... comment expliquer? On en parle avec nos profs, que ce soit pour Yann ou comme ce qui s'est passé avec les attentats, c'est de la violence aussi. Même si sinon on est en Guyane, en quelque sorte, je vais pas dire qu'on nous oublie, mais j'arriverai pas à l'expliquer. Oui, tout ça, ça nous touche aussi. Oui, voilà, ça nous touche aussi, mais ça, c'est aussi de la violence pour toute la Guyane. Et oui, donc du coup, on en parle avec nos professeurs. Alors, si les autres, vous avez une communication avec vos profs, dites-nous quel est le degré de discussion que vous avez, qu'est-ce qui ressort de cette discussion-là, est-ce que les gens ont du mal à communiquer ou pas, dites-nous. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas tout à fait exact de dire qu'on discute avec nos professeurs, peut-être avec certaines classes, mais pas tout le monde. D'accord. L'heure de vie de classe, arrivée au lycée, elle n'existe plus. L'heure de vie de classe où on aurait pu discuter de l'actualité ou des faits. Là, c'est un message fort que vous faites passer. Là. Et malheureusement, c'est seulement quand ça dégénère qu'on prend la parole et qu'on décide de faire un petit moment, 30 minutes, 15 minutes à parler des faits divers. D'accord. Morgane.
C'est vrai que la filière professionnelle n'est pas valorisée parce que le système éducatif français ne fait pas en sorte que ça le soit. C'est-à-dire qu'on ne prend pas généralement en compte réellement les vœux des étudiants. C'est-à-dire, arrivé au collège, si la personne, quand elle choisit son cursus, en voie professionnelle ou en voie générale, il y a un choix, c'est vrai, mais c'est pas tout le monde qui est satisfait. En général, les premiers vœux sont rares, ce sont surtout les seconds vœux, que ce soit pour l'établissement ou même juste pour la filière. Et c'est vraiment dommage, puisque en fait, on ne valorise pas ce que le jeune veut faire. On le case dans telle ou telle filière pour qu'il fasse quelque chose de sa vie réellement, mais est-ce qu'à la base, c'est ce qu'il veut réellement faire, puisque bon nombre de jeunes se retrouvent dans une filière qu'ils ne voulaient pas à la base. Et ça en résulte un décrochage scolaire. Il y a tout un cercle qui ne s'arrête pas. Il faut reprendre la base, c'est-à-dire le vœu de cette personne et revoir ces doléances. Donc ça se passe depuis les conseillers d'orientation. Les la base, elle est là. La base même, le choix que l'élève doit faire pour arriver au lycée, que ce soit pour le lycée, même pour le collège, on nous impose des matières que forcément on n'a pas forcément envie de faire. C'est un cursus général, je suis d'accord, mais arrivé à un certain moment où le jeune a besoin de s'épanouir dans telle ou telle filière, a besoin de poursuivre dans telle ou telle matière, puisque c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il a envie de faire, et le système français ne favorise pas justement. L'épanouissement donc au sein de son collège, au sein de son lycée, important également. Oui, je sais que tu voulais prendre la parole, vas-y. Oui, donc je voulais rejoindre sur ce que Morgane venait de dire. C'est tout à fait vrai ce qu'elle vient de dire, mais il faut aussi mettre un point sur les parents. Les parents aussi sont responsables du choix de l'élève, c'est-à-dire que des fois, c'est eux qui choisissent ce que l'élève va faire. Donc, ils vont dire, par exemple, les parents ont fait une voie scientifique, l'élève sera obligé de faire une voie scientifique, puisque la famille a fait une voie scientifique, lui aussi doit faire une voie scientifique. Donc, il ne peut pas aller en professionnel parce que, comme je vous dis, il y a cette valeur en fait très négative de la voie professionnelle et qui fait que beaucoup d'élèves ne peuvent pas aller en professionnel par rapport à ça. Donc ça joue sur l'épanouissement en général. Tout à fait. Sur l'élève, et après on ne se sent pas forcément bien, ça peut aussi être lié. Lorenz peut-être là-dessus? Oui, donc je reviens sur une parenthèse sur ce que disait Hendrik, oui. C'est-à-dire la communication au sein. C'est justement là l'avantage. Je pense que de vous tous, là, c'est moi qui est en professionnel. Donc, c'est juste là l'avantage des professionnels. On n'est pas pressé d'apprendre en professionnel. On est pressé de comprendre. On s'arrête un petit peu plus de temps. Il est très important de comprendre les choses. Parce que nous arrivons dans le monde du métier, les rigueurs et tout ça, on arrive un petit peu plus vite. Et on s'arrête avec nos professeurs, on s'arrête parfois 1 heure. On peut prendre tout le cours. Mais le plus important, c'est que quand on sort d'ailleurs, qu'on se sente et qu'on ait confiance en nous, qu'on sorte et qu'on c'est même une discussion uniquement de 5 minutes, on a parlé et puis après rien n'a trop bougé. Mais là, il y a vraiment une discussion. Tout ce qui doit se passer, le cours va se passer, c'est sûr. Le cours, on va apprendre, on va suivre notre programme, peut-être pas dans les temps réguliers, mais on va le suivre. Mais très important de comprendre. Vous êtes dans le réel. Voilà. Il y a quelques jours, un jeune homme de 17 ans nous a quittés, Yann. Comment avez-vous vécu ce moment qui a marqué toute la Guyane, chacun dans son coin? Comment vous l'avez vécu quand vous avez appris l'information à la télé, à la radio, avant même de parler de ce que vous avez fait dans vos propres lycées respectifs? Comment vous l'avez vécu à titre personnel? Michel. Alors moi personnellement, ça m'a profondément choqué. Et j'étais complètement scandalisé. Pourquoi? Parce que c'est encore de la violence, c'est encore une agression pour une histoire de... Peu importe, les histoires sont toujours diverses. Peu importe la raison pour laquelle on l'a agressé, peu importe qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi on l'a agressé. Le problème, il est toujours le même, c'est la violence. C'est le premier réflexe, on perd le dialogue. Le premier réflexe, c'est je sors une arme et je t'attaque. Tu n'as pas voulu me donner ce que je t'ai demandé, tu n'as pas répondu à ce que j'ai voulu entendre, je t'attaque. Et j'attaque physiquement, même plus moralement, mais physiquement. Et c'est ce qui devient dangereux en Guyane, et de plus en plus, des jeunes ont ce réflexe de s'attaquer physiquement. Donc voilà ce que je voulais répondre. Très bien. Alors, le vécu, Alexandre? Moi, Yann, je le connaissais pas personnellement, mais je connais des gens de ma classe qui le connaissaient, qui sont d'ailleurs allés à la marche de Yann qu'il y a eu. Comment dire, déjà aussi comme ce qu'il dit, les gens ils ont des armes, je comprends pas pourquoi ils aient des armes, en plus c'est de plus en plus précoce, on pourra trouver des jeunes de 13 ans qui se trimballent avec on va dire un gun, comme ce qu'on dit, dans la rue, et puis juste pour une histoire de portable, il va se sentir puissant, il va me menacer, et puis qui sait, peut-être le coup va partir.
Donc pareil, hein, je reprends ce que les gens de ma classe ont dit. On a une violence qui existe toujours et qui est de plus en plus importante maintenant et de plus en plus précoce. Lorenz, comment vous l'avez vécu ce jour-là? Ah mais c'était délirant, je dirais que maintenant c'est tout permis, c'était vraiment un choc, comme on dit, le dialogue, vraiment ce qui est important c'est le dialogue. Je suis un petit peu dans l'écriture de poésie, de musique, et c'est vraiment le dialogue, faire passer par la musique, mais là ils ont plus le temps de parler, c'est vrai que c'est d'autres personnes qui viennent aussi qui viennent sur le territoire, ils savent pas un peu faire, ils font un petit peu du n'importe quoi. Je pense qu'ils devraient renforcer un petit peu aussi le mieux là la sanction. On parlera de solution tout à l'heure. Excusez-moi, je vais pas te couper, mais je me souviens que M. Messina m'avait parlé que tu avais fait des choses contre la violence en faisant des poésies ou je sais plus trop. Oui, donc justement. Tu vas nous dire tout à l'heure. Je veux simplement avoir le ressenti le jour où vous avez appris la nouvelle. Henrik. Bah, moi, le jour où j'ai appris la nouvelle, d'ailleurs, je crois que j'étais passé tout près, aux alentours. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai su qu'il avait 17 ans. C'est ce qui m'a choqué. Je me suis dit que ça devient terrible en Guyane. On meurt de plus en plus jeunes. Avant, j'entendais des jeunes de 20, la trentaine. Bon, on va dire que ça allait toujours, mais là, ce sont des adolescents qui meurent. De violence, armes à feu, ça devient du n'importe quoi. Moi, j'étais choqué. Voilà. Morgane, ce jour-là? Ce jour-là, j'étais chez moi et je l'ai appris malheureusement par les réseaux sociaux. Et c'est ce qui m'a le plus gêné et marqué, choqué. C'est le fait qu'ils aient fait circuler des images de lui ensanglanté et sans aucun scrupule, puisque ça a vraiment, comme on dit, tourné sur toutes les plateformes qui existent. Et c'est là où je pense vraiment l'un des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a eu une attaque, il y a eu un drame, et quelqu'un s'est permis de prendre des images. Donc ça nous prouve à quel point notre société guyanaise, comme notre société partout dans le monde, a une curiosité morbide, absurde. C'est-à-dire que maintenant, le premier réflexe d'une personne, ce n'est pas de sauver une vie, mais c'est de filmer qu'elle est en train de mourir, ou bien c'est de filmer qu'elle est en train de se faire agresser, ou de filmer qu'elle est en train de se faire tabasser, ou autre, j'en passe. Et le premier réflexe, c'est de le mettre sur les réseaux sociaux pour que tout le monde voit, à se demander si ce n'est pas que le buzz qui intéresse, et non pas la vie d'une autre personne. Lorenz, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Je suis d'accord avec toi, Morgane, mais il est temps aussi que les gens sachent, les gens voient ce qui se passe et que les gens prennent conscience et que c'est vrai, c'est pas là, c'est pas dans le cadre du buzz que je dis ça, que regardez, non. Quand j'ai vu la vidéo aussi, il y avait une dame qui essayait de le réanimer, de le tenir debout, mais je voudrais aussi on a publié une vidéo où il y avait un braquage à Saint-Laurent dans un chinois. On veut que la société, que l'État voit ce qui se passe. On veut que les gens voient ce qui se passe. Il faut. Les 4 jeunes qui ont attaqué le vendeur dans une station essence aussi. Ouais. Alors que pensez-vous là justement de ces vidéos qui circulent? Alors tout à fait, je rejoins ce que Morgane a dit, je suis tout à fait d'accord que ça devient une tendance, maintenant on cherche le buzz et de plus en plus, ça devient de plus en plus ridicule. Mais je veux surtout pas que les jeunes ou que les adultes pensent que c'est la solution en médiatisant de manière même pas professionnelle, j'ai envie de dire, avec son portable et pour le diffuser en prétextant que c'est de la prévention ou c'est pour prévenir les autorités qu'il y a de la violence. Il faut que chaque personne reste dans son rôle. C'est-à-dire que si c'était un bon citoyen, son réflexe normal, ça aurait été j'appelle les secours, ou j'aurais fait les premiers secours à cette personne. Je n'aurais pas cherché à le filmer pour dire que voilà, je veux montrer aux autorités qu'il y a une violence. Nous savons tous qu'il y a de la violence. Pour un exemple sur les caméras de surveillance des commerçants, ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont des caméras de surveillance, mais prendre son appareil, ou peu importe l'appareil, pour filmer une personne qui se fait tabasser, qui se fait agresser, qui est en train de mourir, ce n'est pas du tout professionnel et ce n'est pas du tout de la prévention ou un moyen pour prévenir ce genre de violence. Henrik, Alexandre, qu'en pensez-vous? Et surtout encore moins parce que moi je vois des gens qui s'amusent à circuler cette vidéo pour... On dirait qu'ils sont heureux de voir des personnes agoniser ou qu'ils soient même blessés, même si la personne n'allait pas mourir. Bon, là, c'est pas le cas. Mais rien que d'avoir des vidéos comme ça sur son téléphone, je sais pas, c'est ignoble. Faudrait même, pour moi, j'aurais une vidéo comme ça, le réflexe, ça serait de la supprimer et
d'empêcher qu'elle circule. Bon, d'accord, je suis d'accord que l'État doit savoir, mais il n'y a pas besoin que tout le monde l'ait sur son téléphone. Tu as juste à la mettre bon, tu la montres une fois à l'État et puis c'est bon, eux, ils l'auront enregistré. Henri, sur ça Moi, j'ai envie de dire que c'est pas tout à fait de la prévention. Je suis pas d'accord qu'une personne non professionnelle prenne des vidéos d'une personne en train d'agoniser et de la diffuser à tout le pays, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est un phénomène de mouton, j'ai envie de dire. Donc, je reçois la vidéo, je la partage et puis ainsi de suite, sans réfléchir aux conséquences. Voilà. Internet, ça a changé beaucoup de choses. Ça a beaucoup changé. J'ai envie de dire que ça n'existe pas seulement en Guyane, ça existe partout. Ça existe partout dans le monde. C'est entre autres, c'est une tendance. Et malheureusement... Il y en a qui parlent, alors le débat, je m'aide également, il y en a qui parlent effectivement de révolte. Quand on voit des images, il y a la révolte et puis c'est le peuple qui peut se révolter. Vous parlez de Canard enchaîné où on a vu effectivement le policier à terre, où les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Et vous faisiez, alors c'est intéressant, la différence entre une caméra de surveillance où la police pourra mener son enquête et celui qui prend effectivement, qui filme. Et là, vous faites vraiment cette différence tous autour de la table. Si on n'avait pas vu ces images, vous auriez été choqués de la même façon. Vous pensiez que la population se serait révoltée de la même façon ou pas? C'est tout le débat des réseaux sociaux aussi. On fait une petite apartheid là. Tout à fait. Sans les réseaux sociaux, je pense qu'en l'apprenant par les vrais médias, j'ai envie de dire, ça aurait suscité quand même de la révolte, puisque ça reste de la violence. Ça reste un phénomène de plus en plus qui commence à, j'ai envie de dire, augmenter en Guyane, et de plus en plus des jeunes périssent justement à cause de cette violence. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose? J'ai une autre question pour vous. C'est bon? Oui, Morgane. Juste pour dire que... je pense révolté, on ne sait pas, puisque la vidéo est quand même là. S'il n'était pas là, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Mais je pense que comme ce n'était pas une vidéo anodine, et donc ça reste quand même, entre guillemets, un événement exceptionnel. Mais je pense ce qui est le plus dangereux, c'est que d'autres vidéos de ce type, pas forcément de Yann, mais des personnes autres dans le monde, circulent sur les réseaux sociaux. Et ce qui est plus dangereux, c'est que les gens en rient. Les gens en rient, ils trouvent ça drôle pour certains, trouvent ça ignoble pour d'autres. Il y a des gens qui meurent sur les réseaux sociaux et envoient des messages particuliers quand même. C'est ça, et c'est ce qui est devenu devenu dangereux avec les réseaux sociaux. D'accord, très bien. Maintenant, oui, Alexandre. Juste pour rajouter, en fait, en faisant une comparaison, avant les médias d'opinion, c'était la radio. La télé. Non, avant c'était la radio, ensuite il y a eu la télé. La presse écrite. Et là, oui, la presse écrite, la télé, et aujourd'hui, maintenant, c'est les réseaux sociaux qui sont vraiment au pouvoir et qui nous influencent surtout sur les médias d'opinion. Et dès qu'on va voir une chose, c'est surtout sur ça. Surtout les jeunes en plus. Maintenant, parlons de solutions. Demain, plus jamais ça, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour éviter cette violence? Vous parliez de différents facteurs, effectivement, dans les familles, l'éducation, les jeunes filles qui font déjà des enfants. Très bien, on a un peu le constat. Si vous étiez au pouvoir demain, quelle serait la solution? Parce qu'en fait, c'est la politique qui met en place des lois, etc. Et on vous dit, allez, mettez en place 2 ou 3 choses qui pourraient fonctionner. On parle de maison de quartier, mais ça sert à quoi en vérité, une maison de quartier? Qu'est-ce que vous aurez mis en place pour éradiquer cette violence? Alors, éradiquer, pas à 100%, parce qu'on sait très bien que c'est impossible, mais pour diminuer cette violence. Vous avez des idées ou pas? Dites-nous. Alors, Michel, je sens que vous avez des idées là. Oui, alors déjà, je pense que vous allez commencer, comme moi personnellement, oui, bien sûr. J'allais donner déjà la parole aux jeunes. Souvent, et j'allais donner la parole aux jeunes et les faire se rencontrer, les faire s'échanger, les faire travailler ensemble. Et ainsi, je pense que là, ça permettra à différentes... Les faire travailler ensemble, comment? Excusez-moi de vous poser la question. C'est-à-dire? Sur différents projets, que ce soit culturel, sur un projet musical... Ça ne serait pas déjà, ça? Pas suffisamment. D'accord, pas assez, vous dites. Et aussi, si, donc, comme je suis, vous me dites, haut placé, je remets une surveillance beaucoup plus draconienne, j'ai envie de dire. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'une surveillance vraiment plus rigoureuse, puisque les armes sont interdites, nous le savons tous. Mais il n'y a pas suffisamment de contrôle. Et j'ai envie de dire que ça a été un échec en Guyane, l'appel pour déposer les armes. Ça a été un échec. Par rapport aux Antilles, ça a été un échec. Et donc, on devrait refaire cette expérience, justement, suite à ce débat, suite à la marche, suite à, justement, aux dernières nouvelles, refaire cet appel
et mettre une surveillance beaucoup plus draconienne. Ça veut dire que surveiller, mettre des points stratégiques et surveiller, peu importe l'individu, je ne dis pas que des jeunes, aussi bien les adultes, les surveiller, les fouiller et regarder s'ils ont des armes. Pas forcément les punir parce qu'ils détiennent une arme, puisque maintenant, il faut dire que les armes, pour certaines personnes, c'est comme une manière de se protéger. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas forcément la punir parce qu'elle détient une arme dans sa voiture ou sur elle, mais au moins l'apprendre et lui expliquer que ce n'est pas la solution, que ce n'est pas forcément une protection, qu'il y a des lois, qu'il y a des autorités et qui sont là pour ça. Très bien. Après, alors la solution, Alexandre. Après, faut pas, je reprends ce qu'il dit, il ne faut pas oublier aussi, on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas le droit au port d'armes pour tout le monde, à part si on est chasseur ou j'en sais trop rien, à vrai dire. Oui, chasseur uniquement, oui. Oui, voilà. Mais, ou si on fait du tir oui, dans un club. Dans un club de tir, oui. Mais donc, du coup, en fait, tout ce que tu as dit, ça existe déjà. Il y a déjà des lois pour ça, je pense. Et c'est juste, il faut les appliquer. Donc, on ne les applique pas. On ne les applique pas. Si on les appliquait, déjà, ça aurait changé beaucoup de choses. C'est ça. Hendrik ou Morgane, ensuite, tout le monde prend la parole, vous inquiétez pas. Moi, j'ai envie de dire que je rejoins Michel. J'aurais fait exactement la même chose. J'aurais laissé la parole aux jeunes, pas seulement aux jeunes, hein, à la population, on va dire. Et je les aurais fait se rencontrer. Dans diverses activités. Ils ne se rencontrent pas assez. Il y a le manque de communication. Il y a un manque de communication à travers cette population. Et se faire se rencontrer, de faire des activités en commun. Donc, que ce soit sportive, un truc, mais pour les réunir en fait. Les gens ne sont pas assez réunis en Guyane. On est plus. Toi, t'habites dans ce quartier, toi, t'habites dans ce quartier. Et puis après, quand il y a un problème dans ce quartier, ben allez, on se bat. Voilà, c'est pas comme ça. C'est mieux de faire, par exemple, de mettre un système sportif, on va dire, dans les quartiers et les faire se rencontrer. Ok, projet en commun. Voilà. Très bien. Morgane? Donc oui, je rejoins ce qu'il vient de dire, des événements fédérateurs, c'est très important. Mais il ne faut pas oublier la première structure d'apprentissage pour un enfant, c'est l'école. Donc après, d'abord la famille. Ils ne vont pas à l'école, mais oui, je sais, mais l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc d'abord la famille, permettre aux parents de se restructurer, d'avoir comment je dirais, permettre aux parents de pouvoir parler à leur enfant parce que malheureusement, à partir où il y a violence, c'est à partir du moment où il n'y a plus de dialogue. Donc si le dialogue est coupé, automatiquement, il y aura de la violence. Et c'est ce qui est dangereux. Pour revenir à l'école, il faudrait changer le système de notation et le système de punition français puisqu'il est répressif et non pas préventif. C'est-à-dire qu'un enfant ou même un adolescent, il va être puni pour telle ou telle raison, pour tel acte. Malheureusement, on va le punir, mais pas forcément lui expliquer pourquoi ce que tu as fait est mal. Et c'est ce qu'il faut faire. Pour revenir à un exemple très simple, un enfant qui tague, ou un adolescent qui tague une table, une chaise, etc. Si on arrive à découvrir c'est qui, il sera peut-être renvoyé, ou il aura peut-être des heures de colle, ou il aura une punition quelconque. Mais on ne va pas forcément lui expliquer que ce que tu as fait est mal, ce que tu as fait n'est pas inscrit dans le règlement et est interdit par le règlement de l'établissement et le règlement français en général. Et permettre par des actions préventives de faire comprendre qu'à l'avenir, il ne faut pas le faire car il y a un règlement à respecter. Et c'est là le travail à faire, je pense. Et pour vous, Laurence, c'est quoi la solution? Il y a l'envie par-dessus tout. On parle des jeunes, moi je suis dans le milieu un petit peu artistique, de tout ce qui est les activités sportives, tout ce qui est chanté, parce que j'ai vécu un peu dans le quotidien des psychologues, des choses comme ça, et tout ça, ça sort du cœur, et ça, c'est le dialogue. Moi, je suis venu là, c'est le dialogue. Faire parler les jeunes, les faire parler, les faire chanter, les faire retirer cette rage, les faire dépenser sportivement du plus. Mais il faut les faire parler, mais il y a aussi l'envie par-dessus tout. Il y a l'éducation scolaire et tout, mais c'est pas chacun. Aujourd'hui, on appelle ça l'argent facile, c'est ce qu'ils veulent, l'argent facile. Mais c'est l'envie. C'est l'envie, il faut. Et si je peux rajouter, être ambitieux, avoir des projets. Et c'est ma dernière question. Comme ça, on va finir sur une note positive. Qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard dans la vie? Alexandre, est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard? Pas vraiment. Bon, je suis en terminale, ça va aller vite. Il faut vite que je sache. Je pense que je vais aller sur des études courtes parce que moi, à l'école, je commence à en avoir marre. Ah ouais, carrément. Ça fait un peu long.
Donc pour motiver des gens, regardez, je suis en terminale, ça ne m'empêche pas de faire 2 ans, 3 ans d'études. Et puis après, peut-être, qui sait, avoir un bon travail ou un travail moyen. Donc on verra bien. Hein. Mais pour l'instant, vous ne savez pas ce que vous voulez faire? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Peut-être technique de commercialisation, mais c'est pas sûr. Très bien. Henrik, alors, plus tard? Moi, plus tard, je souhaiterais devenir douanier et revenir travailler au pays pour contribuer à... Vous voulez partir? Oui, partir déjà pour me former en métropole. D'accord. Et puis après, revenir en Guyane pour travailler ici. Très bien. Voilà. Morgane? Pour l'instant, mon projet se résume à faire une classe prépa pour partir en IEP, donc Institut d'études politiques. Après, j'ai encore une année pour bien le former, mais je pense que c'est ce que je vais faire plus tard. D'accord. Lorenz? Moi, si j'attaque le milieu, c'est surtout éducateur spécialisé ou éducateur sportif, faire les jeunes dépenser parce que j'ai grandi dans ce milieu-là, pas la peine de le cacher. Hein. Et puis, j'ai un petit niveau quand même parce que j'ai vécu, je sais ce que les jeunes veulent, je sais ce qui... Et je dirais éducateur spécialisé pour un petit peu plus d'avantageux. Vous y êtes déjà. Michel? Alors, je pense pas. Je ferai une licence dans le droit, administration publique et sciences politiques. D'accord. Pour en fin de compte, quel aboutissement, en finalité? Alors, déjà, travailler dans la fonction publique, mais prochainement, pourquoi pas, s'il y a une place de libre de la politique, prendre la Guyane en main et faire part de la jeunesse de nouveaux projets. Alors, si je peux me permettre, en politique, la place, on la prend. On ne vous donnera jamais. Il faudra la prendre. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débat. On a donné la parole aux jeunes ce soir autour de la violence avec de très très bonnes solutions en tout cas. Ça fait plaisir d'entendre de tels discours. On remercie le lycée Melchior Garret d'avoir libéré ses lycéens, Félix Eboué également et la terminale d'ATMFC. Et puis merci également, je rappelle, Hendrik Jean, un des fondateurs des collectifs Jeunesse. Voilà, c'est avec Alexandre Alice, Morgane Saint-Julien, Michel Jean-Gilles, Lorenz Quillet et Hendrik Jean qu'on se dit au revoir pour ce vendredi. Passez un excellent week-end de carnaval sans violence, bien sûr. On se retrouve lundi, donc la semaine prochaine, avec plusieurs invités sur le rendez-vous de l'info. Voilà, passez un bon week-end. N'oubliez pas, Vaval Show, lundi soir, avec Rudy Maurice. Vous verrez les caméras d'ATG un petit peu partout dans la Guyane pour vous faire vivre ce fameux carnaval. The Voice, n'oubliez pas, à 20h également. C'est demain soir sur ATG. Bonne soirée, bon week-end et à lundi. Havaianas vous a présenté le rendez-vous de l'info.